Alors, on va se présenter. Je suis accompagné de Nathalie. Est-ce que tu veux te présenter, Nathalie? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Nathalie Bélier, consultante au cabinet Secafi, donc à Nantes. Voilà, donc ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise. Et puis, donc, je travaille sur pas mal de CSE, une petite trentaine. Voilà. Une trentaine déjà. Merci, Nathalie. Je vais me présenter à mon tour, Manuel Fruchot. Je travaille au sein du cabinet depuis une vingtaine d'années. Je suis sur Nantes et donc j'anime une petite équipe d'une quinzaine de personnes dans l'ouest de la France. Et on vous présentera nos bureaux en fin de présentation de cette discussion. Secafi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des élus. Depuis 40 ans, on vient de fêter nos 40 ans d'existence. Il s'agit de l'analyse des comptes de l'entreprise qui vous emploie, par exemple, mais aussi d'autres expertises et formations liées aux conditions de travail. Et puis, le domaine qui nous réunit aujourd'hui, c'est la gestion de vos budgets. Alors, le cabinet accompagne à peu près 700 comités chaque année pour faire quoi? Ben, la production des comptes annuels, c'est-à-dire l'élaboration de leurs comptes, des rapports de gestion, vous en avez forcément entendu parler, et puis on intervient lorsque les élus le souhaitent, en lieu et place du trésorier pour présenter les comptes en réunion plénière ou préparatoire s'il faut discuter autour de ces sujets-là. Bien, on va prendre la parole à tour de rôle avec Nathalie pour vous présenter un petit support qui a été élaboré à votre attention. Alors, je vous partage tout de suite le support. Voilà, on retrouvera dans ce support un certain nombre de conseils. On fera le point du rapport de fin de mandat, des obligations comptables, quelques rappels, et puis des choses pratico-pratiques. Qu'est-ce que vous devez faire si vous venez de prendre mandat? Cette discussion va s'adresser en particulier aux trésoriers. Vous aurez la possibilité de l'exprimer aussi à travers des questions, plutôt à la fin de cette présentation. Il y a un temps qui sera dédié à la réponse à vos questions. Et vous aurez le support qui vous sera envoyé dans la journée. Voilà, donc vous aurez la possibilité de revenir sur ces sujets-là, si toutefois on était passé un peu trop rapidement sur quelques idées. Bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer avec le premier sujet. Cette discussion, elle s'adresse prioritairement aux moyens comités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moyen comité? Bien, c'est un comité qui va se trouver entre un petit comité et un grand comité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit comité? Les petits comités sont des comités dont les ressources annuelles sont inférieures à 153 000 euros. Pourquoi 153 000 euros? Ben, pour ceux qui ont connu les francs, ça faisait 1 million de francs, tout simplement. Qu'est-ce qu'on entend par ressources annuelles? Ben, vous prenez l'intégralité des ressources du comité. Vous allez enlever la participation des salariés au voyage, à la billetterie, aux chèques vacances. Donc, toutes les participations des salariés, vous enlevez les produits de cession d'immeuble, on avait un chalet, on l'a vendu, le montant de la vente, ben on l'enlève. Et puis, vous enlevez aussi les ressources que le comité a reversées au comité central. Comme ça, vous savez déjà, si vous dépassez les 153 000 euros, vous aurez une deuxième question à vous poser. Est-ce que vous dépassez 2 des 3 seuils suivants? Pour savoir si vous êtes situé plutôt moyen comité ou plutôt grand comité. Alors, quels sont ces seuils? 3 100 000, ce sont les ressources annuelles. Qu'est-ce qu'on entend par ressources annuelles? Il y a une petite différence avec les ressources des petits comités. Cette fois-ci, on va intégrer l'ensemble des recettes provenant de la participation des salariés. Sinon, on va enlever les ventes des immeubles et on va enlever la participation du comité au comité central. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas un petit comité, autrement dit, vos ressources sont supérieures à 153 000 euros, et si elles n'excèdent pas 2 des 3 seuils qu'on a vus, alors pardon, les 2 autres seuils, et le comité n'emploie pas plus de 50 salariés et le total du bilan inférieur à 1 550 000 euros, à ce moment-là, vous êtes un comité de taille intermédiaire, c'est comme ça que l'appelle le Code du travail, autrement dit, un moyen comité. Cette discussion s'adresse à vous.
Vous avez peut-être entendu parler du rapport de fin de mandat. Le rapport de fin de mandat, il s'agit d'un certain nombre d'informations. C'est une obligation légale et ces informations-là doivent être communiquées par les anciens élus pour que les nouveaux élus puissent prendre leurs fonctions et gérer leur nouveau mandat. Il s'agit, on vous le cite ici, hein, l'article 2315-39 du Code du travail, et il va falloir faire l'objet d'un état des lieux patrimonial. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un état des lieux patrimonial? Il va falloir lister, en fait, faire une revue des biens. Alors, est-ce qu'on a des biens? On n'a pas forcément un chalet, des appartements, un mobil-home peut-être. En tous les cas, j'imagine que vous avez des PC qui ont été achetés et qui sont propriété du comité. Il va falloir les lister. Normalement, ce n'est pas vous. À vous de faire ce travail-là. C'était aux anciens membres. Donc, on vérifiera si justement vous avez eu ces informations-là à travers un sondage dans quelques instants. Il y aura 3 ou 4 sondages, je crois. Donc, est-ce que vous avez des PC? Est-ce que vous avez un coffre-fort? Est-ce que vous avez du mobilier qui appartient au comité? Faire une revue de la trésorerie, qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, vous avez forcément des comptes courants qui sont ouverts, j'espère 2, un pour gérer le fonctionnement, l'autre pour gérer les activités sociales, des livrets peut-être, des comptes à terme ou des dépôts à terme, et puis une caisse certainement si vous gérez des espèces. Concernant les dettes, est-ce que le comité a des dettes? Alors, des dettes envers des prestataires, donc les fournisseurs, et puis des dettes peut-être envers les bénéficiaires, s'il y a des opérations de type remboursement. Voilà, je vous rembourse des licences à hauteur de 70 €. On n'a pas encore remboursé toutes les licences parce qu'on attend de recevoir les dernières demandes pour les traiter dans leur ensemble. Bon. Qu'est-ce que c'est que les créances? Eh bien, les créances, ça va être envers les bénéficiaires, par exemple aussi, c'est-à-dire que le comité n'a pas recouvré l'intégralité de la participation du bénéficiaire. Participation à quoi? À la vente de billetterie, à la vente d'un voyage, chèques vacances et autres. Et il faudra veiller au reliquat de subvention. On se rappelle que la subvention, celle qui est payée par la direction, elle se calcule sur la masse salariale de l'année en cours. Donc vous êtes censé attendre un reliquat ou un solde au début de l'année N+1. Revue des stocks, de quoi s'agit-il? Bon, de choses que vous connaissez. Si vous gérez de la billetterie et qu'il y a du stock, il faudra faire l'inventaire. Attention aux billets qui sont périmés. Attention aux billets qui sont mis en dépôt-vente, parce que ceux-là, vous ne les avez pas achetés. Et évidemment, si vous avez des chèques cadeaux, événements familiaux, naissance, mariage, retraite, que vous avez achetés par avance, il faudra en faire l'inventaire. Est-ce que vous avez un état détaillé de tout cela? Ça, c'était pour le patrimoine. Vous êtes censé obtenir un certain nombre d'autres documents. De quoi s'agit-il? Il y a des documents nécessaires au fonctionnement du comité. Ils sont présentés ici sous 2 thématiques. Alors, premièrement, les éléments de gestion du précédent mandat. Ça recoupe les pièces comptables. Vous avez les relevés bancaires des dernières années, des 10 dernières années. Est-ce que vous avez les contrats, des prestataires, les factures, les listes d'émargement? Les communications adressées aux bénéficiaires pour les activités sociales et culturelles, est-ce qu'il y a un descriptif? Est-ce que vous avez bien les PV du CSE et notamment tout ce qui concerne l'approbation des comptes? On se rappelle que les comptes doivent être approuvés une fois par an dans une séance ad hoc extraordinaire. Le deuxième thème, il s'agira des informations liées à l'administration du comité. On va parler de lieux de stockage. Stockage sous forme informatique, stockage papier, est-ce que c'est dans des cartons, est-ce que c'est dans des classeurs que sont organisées les pièces comptables, les factures, les contrats, etc. Vous allez demander aussi les identifiants et les mots de passe si on vous communique un PC, par exemple. Est-ce qu'il y a des litiges en cours envers un prestataire, envers un bénéficiaire? Quid du règlement intérieur? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il a été voté seulement? Voilà les questions donc à se poser et vous êtes censé recueillir ces informations. On va faire tout de suite une petite pause là pour vous permettre de répondre au premier sondage.
Alors, il va apparaître sur votre page. Merci pour vos réponses. Nous allons pouvoir poursuivre à la page 5, et puis c'est Nathalie qui va nous présenter les premières décisions à prendre. Donc, pour poursuivre, effectivement, vous allez être confronté à vos 5 interlocuteurs principaux, donc la banque, les fournisseurs, la direction, peut-être l'URSSAF, et puis vos bénéficiaires. Et donc, pour en fait, vous organiser et faciliter votre gestion au quotidien, nous allons vous rappeler un peu les essentiels à savoir. Donc, avec la banque, le cas échéant, si ce n'est pas déjà fait, vous devriez procéder à l'ouverture de vos 2 comptes courants, donc un pour le budget des ASC, un pour le budget des AEP. Sinon, vous devez donc modifier les habilitations auprès de la banque. Donc, vous venez avec votre nouveau procès verbal d'élection. Et puis, donc, le trésorier secrétaire vous allez pouvoir modifier vos habilitations. Donc ça a pour but en fait qu'aucun ancien élu ait droit sur vos comptes. Ensuite, vous pourrez éventuellement aussi ajouter une circularisation bancaire auprès de la banque pour bien avoir l'exhaustivité en fait de vos comptes ouverts. Ça permet de faire le point. Donc ensuite, on passe aux relations avec les fournisseurs. Donc, il faudra éventuellement prendre contact avec les fournisseurs pour mettre à jour vos contacts. Ensuite, vous pourrez donc vérifier si vous avez des dettes envers les fournisseurs. Donc, pour cela, il faudra bien prendre connaissance des contrats. Donc, normalement, c'est des éléments en fait qui ont été recensés, comme on l'a vu tout à l'heure dans le rapport de fin de mandat par les élus sortants. Donc, vous aurez normalement tous les contrats en cours. Et donc, avec ces contrats-là, vous allez pouvoir observer la durée des contrats et la modalité de rupture éventuelle. Donc, on peut noter notamment les contrats pluriannuels auprès des logiciels, quand vous avez des logiciels comptables de gestion des activités sociales, aussi les contrats avec l'expertise, et puis éventuellement des contrats de location. Donc là, voilà, vous allez pouvoir retrouver toute la durée, voir jusqu'à quand vous bénéficiez en fait des prestations, et puis éventuellement vous prémunir notamment par rapport aux conditions de rupture des contrats. Et puis, donc, par rapport à ces fournisseurs également, vous avez des accès en ligne. Et donc là, vous allez pouvoir donc, récupérer ces accès en ligne et puis modifier aussi les contacts pour que voilà, tout le monde soit à jour. Vous allez pouvoir aussi donc, prendre connaissance des contrats d'assurance du CSE. Donc, les contrats d'assurance pour donc les biens du CSE, ce que le CSE possède, pour la responsabilité civile et puis aussi pour ce qui protège les activités sociales que vous mettez en place. Donc, tout ce qui est location de matériel, voilà, tout ça, vous avez normalement des assurances. Et donc, on conseille que l'assurance soit souscrite par le CSE pour qu'il puisse en fait avoir une meilleure gestion de vos contrats et des seuils d'assurance. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est important, cette précision et cette préconisation. Vous avez dans certains comités, on vous dit que c'est l'entreprise qui a une responsabilité civile qui vient couvrir les activités du comité, les élus quand ils se déplacent, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir votre propre assurance. Voilà. Et on le verra d'ailleurs que l'entreprise, la direction a l'obligation de vous rembourser la part de la responsabilité civile. Ensuite, donc, nous allons enchaîner sur les relations avec la direction. Et effectivement, je vois des questions sur le chat. Quand on dit ASC, donc c'est activité sociale et culturelle, et AEP, c'est attribution économique et professionnelle, donc c'est le fonctionnement. Parce que des fois, ce n'était pas très clair, j'ai vu des retours par rapport à ça. Donc, concernant la direction, vous avez donc des encours, c'est-à-dire tout ce qui est subvention, le remboursement de la prime responsabilité civile, éventuellement des tickets restaurants qui sont périmés ou perdus. Donc voilà, la direction vous doit ces éléments. Donc à vous de vous assurer si tout est versé. Donc ensuite, vous avez
une analyse des moyens mis à disposition et des assurances couvrant les élus. Donc ça est indiqué en fait dans le rapport de fin de mandat également. Et puis, vous pouvez auprès de la direction demander la masse salariale donc, projetée pour 2024, également celle de 2023, puisque bah, vous allez récupérer, comme on l'a dit, normalement un reliquat sur l'année 2024 concernant 2023. Donc, il faudrait bien obtenir ces informations-là. Également, vous allez pouvoir discuter, si ce n'est pas déjà en fait intégré dans le règlement intérieur, de la modalité de versement des budgets, des subventions. Donc normalement, en fait, le Code du travail prescrit que le versement doit permettre au comité de fonctionner. Donc c'est-à-dire que vous avez normalement des versements annuels en fait de subventions. Donc voilà, vous devez un peu vous renseigner sur les modalités de versement. Ensuite, si vous avez en fait des prestations qui sont soumises à cotisation sociale, et ben, vous en assurez que vous transmettez bien mensuellement les informations à votre direction. Donc ensuite, vous pouvez vous prémunir en fait du risque URSSAF. Pour cela, donc, vous allez déjà vous immatriculer si vous êtes un CSE employeur. Si vous décidez de le devenir, voilà, vous avez toute une procédure pour vous identifier. Ensuite, il vous est recommandé de vous renseigner sur ce qui a été en fait mis en place les 3 années précédant votre nouvelle mandature pour étudier un petit peu les risques qui ont été peut-être pris sur les activités sociales qui ont été mises en place. Donc pour cela, vous allez pouvoir aller sur le guide de l'URSSAF. Il y en a un guide de l'URSSAF 2022. Ouais. Et sinon, sur le site de l'URSSAF, vous avez vraiment pléthore d'informations à vous de vous renseigner sur ça. Peut-être éventuellement aussi, vous pouvez prendre connaissance d'un litige éventuel par rapport à un redressement ou une information URSSAF qui a été mise à disposition du CSE les années antérieures, et puis voir un petit peu la décision de l'URSSAF. Également, donc, vous pouvez classer vos factures, vos listes d'émargement et justificatifs si jamais il y a un contrôle. Voilà, bien vérifier que tout est classé et que vous avez l'exhaustivité des informations. Ça vous rendra le contrôle éventuel plus simple. Voilà. Sachant qu'on le rappelle, lorsque l'URSSAF vient vous contrôler, elle contrôle l'année en cours plus les 3 dernières années. Et enfin, donc, vos relations avec les bénéficiaires. Donc, effectivement, normalement, vous avez connaissance un petit peu des activités qui ont été mises en place. Donc, vous allez pouvoir le voir notamment sur le rapport de gestion qui a été fait chaque année normalement, ou alors vos descriptifs des activités sociales. Là, vous retrouverez un petit peu tout ce qui a été mis en place. Ensuite, vous pouvez éventuellement, pour mieux connaître les attentes du public, les questionner, donc à travers des sondages, etc. Et puis, vous devrez aussi donc repasser sur en fait la notion de bénéficiaire, donc ouvrant droit et ayant droit. À qui vous ouvrez vos activités, sur quel seuil. Donc ça, normalement, c'est déjà mis en place par le CSE, mais voir si vous souhaitez donc perdurer les pratiques, les ouvrir à d'autres choses, etc. Donc ça, c'est en fait un passage un peu obligatoire quand même sur vos bénéficiaires. Donc ensuite, on va passer sur l'élaboration et le vote du budget. Donc là, c'est aussi une étape indispensable. Donc, vous pourrez reprendre éventuellement, si ça a déjà été fait, les budgets de la période précédente pour voir un petit peu comment ça a été articulé tout ça. Et puis, éventuellement, sur les marges de manœuvre que vous avez pu constater sur les années précédentes, voir si cette année, vous pouvez compter sur les mêmes. Enfin, voilà, c'est un peu aussi... c'est bien quand il y a quelque chose pour comparer. Sinon, vous devrez le mettre en place et construire le budget. Ensuite, vous devrez surtout soumettre au vote le budget, donc en plénière, et puis en préciser donc toutes les valeurs et les objectifs. Merci Nathalie. On va procéder à un deuxième petit sondage, si vous voulez bien.
Merci beaucoup. Nathalie, est-ce qu'il y a encore autre chose à faire pour les premières décisions à prendre? Et oui, effectivement. Donc, vous devez soit établir ou modifier le règlement intérieur s'il existe déjà, et vous devez donc prévoir des modalités de fonctionnement qui sont adaptées au regard de la philosophie partagée et de ce que vous avez déjà remarqué qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas par rapport au précédent mandat. Ensuite, donc, par exemple, vous devez préciser les modalités pour les règlements des dépenses du CSE, les plafonds, vos doubles signatures, les choix des fournisseurs, également sur les règles de prise en charge des frais des élus, et puis sur la cession du matériel du CSE. Voilà, il y a plein d'autres éléments à intégrer dans un règlement intérieur. Donc, vous devez le compléter, le renseigner, le voter, et puis le mettre à jour si vous l'avez déjà. Également, vous devez en fait vous répartir les tâches, comment vous adaptez vos procédures de gestion pour gagner un maximum de temps. Donc là, en fait, vous allez pouvoir déjà faire attention également à qui a accès aux moyens de paiement, qui a accès à la caisse pour réduire les risques. Et vous devez également ne pas payer vos fournisseurs en espèces et réduire au maximum les transactions qui passent par la caisse. Et voilà, toutes les opérations devront être historisées. Et puis après, vous devez faire en fait des choix également concernant la répartition de vos tâches pour vous libérer en fait du temps sur les enjeux du collectif. Et puis tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'archivage, le documentaire, est-ce que vous êtes en dématérialisé ou en physique? C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Merci Nathalie. Effectivement, puisqu'on parle de la caisse, c'était important de faire un inventaire physique au moins une fois par an. Voilà, on ne cessera de le répéter. Si vous ne faites pas cet inventaire, il n'y a pas de contrôle possible, tout simplement. Bien, on va pouvoir passer ensuite aux obligations afférentes aux moyens CSE. Alors, on aura une trame commune avec l'ensemble des CSE en bas de ce slide-ci. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Adopter une charte RGPD, nommer un référent RGPD, désigner un référent harcèlement. Évidemment, connaître vos obligations, mais les obligations déclaratives qui sont au nombre de 2, c'est-à-dire la déclaration sur les honoraires, c'est le fameux formulaire DAS2, et puis aussi faire la déclaration de vos intérêts et autres produits financiers. Cette fois-ci, c'est le fameux CERFA 2070. Alors, il s'agit des intérêts délivrés qui sont frappés à hauteur de 24% et ou des comptes à terme qui sont frappés à 10% selon le cas. Voilà. Connaître les obligations et évidemment les obligations qui sont liées à la présentation annuelle des comptes. Alors, il y a la loi sur la transparence financière des comités qui date de 2014 avec un règlement particulier, ANC, ça veut dire Autorité des normes comptables, qui est venu mettre son grain de sel sur une présentation particulière. On va parler d'un bilan, d'un compte de résultat qui va être distinct. Ce compte de résultat, bien évidemment, il va falloir dissocier les activités sociales et culturelles qu'on a nommées tout à l'heure ASC, avec les AEP, attributions économiques et professionnelles, le fonctionnement pour faire simple. Le troisième point, ça sera une annexe. Et on verra quelques exemples ici d'éléments qu'il va falloir intégrer dans l'annexe. Depuis 2015, vous avez l'obligation de nommer un expert comptable. Quel est son rôle? Cet expert comptable, il va vous aider à produire les comptes. Il va aussi apporter une opinion sur ces comptes sous forme d'une attestation. Autrement dit, est-ce que les comptes peuvent être attestés sans réserve, un contrôle vierge? Est-ce qu'il y a des observations où il y a un refus d'attester tellement c'est un bazar? Voilà. Des obligations qui sont cette fois-ci communes à l'ensemble des comités. Vous devez, depuis 2015, nommer un trésorier, établir un rapport de gestion. On verra dans quelques instants ce qu'on doit mettre dans ce rapport de gestion. Établir ce qu'on appelle un rapport sur les conventions passées entre le comité et l'un de ses membres, directement ou indirectement. Un exemple, je suis un élu, or ma femme tient le fleuriste d'à côté. À chaque fois qu'il y a des événements, Noël ou pire décès, peut-être les naissances, on vient acheter des fleurs chez le fleuriste d'à côté. Est-ce qu'on a ici un sujet particulier? Je ne sais pas le dire. En tous les cas, on est bien
en face d'une convention passée entre le comité, c'est le comité qui paye tout de même, l'un de ses membres par personne interposée, puisque c'est la femme d'un élu. Vous voyez? Et il viendra le débat de savoir si c'est dans des conditions normales, pas normales, mais peu importe, ce rapport doit mettre en évidence les éventuelles conventions passées. Conserver l'ensemble des pièces comptables des justificatifs sur une durée de 10 ans. Voilà, donc on va bien au-delà de la prescription de l'URSSAF, on est ici sur 10 ans. Établir un règlement intérieur et le mettre à jour. Bien, je vais te laisser la parole, Nathalie. Tu vas nous présenter un exemple, dans un premier temps, d'un bilan et ensuite d'un compte de résultat. Donc le bilan peut être un peu effrayant, mais finalement, on peut s'y retrouver assez facilement en vous disant que c'est une photographie. Donc à la fin de votre année comptable, au bout de 12 mois d'exploitation, qu'est-ce qu'il en ressort? Donc là, on vous a mis un modèle qui peut être modifié, on va dire complété. Euh, donc là, c'est modèle de bilan. Donc à l'actif, on retrouve tous vos actifs incorporels. Donc ça peut être les logiciels. L'actif incorporel, donc c'est tout le matériel d'activité que vous avez pu acheter, par exemple, pour mettre à disposition des salariés, ou alors votre matériel de bureau informatique dont on parlait tout à l'heure, écran, etc. Mobilier aussi, si vous avez acheté du mobilier pour votre CSE. Actif financier, donc là, ça peut être de la trésorerie latente ou alors éventuellement des prêts que vous auriez donc fait aux bénéficiaires. Donc pour cela, on les isole bien afin qu'on puisse voir en fait les remboursements des remboursements où ça en est rendu. Ensuite, à l'actif en dessous, vous avez votre actif circulant qu'on appelle. Donc là, en fait, c'est à court terme, votre stock, qu'est-ce que vous avez à la fin de l'année. Ensuite, vous avez tout ce qu'on vous doit. C'est-à-dire que, par exemple, la direction, à la fin de l'année, donc soit au 31-12, à la fin de l'année de votre exercice comptable, ça peut différer un petit peu, et bien, vous avez la direction qui vous doit, par exemple, de la subvention. Ça peut être aussi sur les tickets restaurants périmés, qui en fait se dénouent, se régularisent l'année d'après. Donc ça, ensuite, vous avez vos disponibilités. Donc, c'est tout ce que les comptes courants, les livrets dont on a parlé tout à l'heure, et tout ça, on y ajoute également les comptes de régularisation. Donc, ça, c'est un terme également qui peut un peu effrayer, mais finalement, c'est tout ce qui est payé en avance, pour faire simple. Et tout ça, ça va vous donner donc un actif, le total, tout en bas. Ensuite, donc à droite, on retrouve le passif. Et donc là, on vient bien le distinguer, en fait, entre l'actif donc des attributions économiques et professionnelles et celui des activités sociales et culturelles. Donc ici, on va y retrouver essentiellement les reports de vos exercices précédents, de vos 12 mois d'exploitation précédents. Vous les mettez ici. Donc, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous avez donc ce report-là. Et donc, on vient bien séparer les deux. Et on appelle ça des fonds propres, finalement. Ensuite, vous avez donc en dessous vos dettes. Donc là, c'est de l'argent que vous devez donc toujours à la fin de l'année. Vous devez de l'argent à vos fournisseurs par rapport à toutes vos activités ASC ou AEP menées. Et puis ensuite, vous avez également des comptes de régularisation. Donc là, c'est tout ce qui est en fait encaissé en avance. On va faire simple. Voilà. Donc c'est finalement, vous voyez, c'est assez simple. Et puis nous, on peut vous aider à le construire. Donc ensuite, on passe sur le compte de résultat. Donc là, le compte de résultat, c'est ce que vous faites sur 12 mois aussi, mais c'est en fait la différence entre vos produits moins vos charges, donc vos recettes moins vos dépenses. Et donc là, sur ce tableau qui nous est présenté, on retrouve deux sections, donc toujours les mêmes, AEP et ASC, et on vient comparer N-1 avec N, donc l'année d'avant avec l'année en cours. Et donc, succinctement, on peut retrouver donc deux premières lignes, les subventions ou la contribution de l'entreprise. Donc, en fonction du budget, la subvention de fonctionnement passe sur les attributions économiques et professionnelles et la contribution de l'entreprise sur les ASC. Ensuite, on retrouve toute la participation des salariés, les autres produits et puis vos produits financiers. Ça vous donne un total des ressources sur lequel vous allez retrancher vos achats. Donc, achats soit des fonctionnements ou soit nos petites fournitures, etc., honoraires comptables, ou soit vos charges d'activité sociale, location, ANCV, etc. Vos charges de personnel éventuellement si vous employez quelqu'un. Et donc, ça vous donne un résultat, donc excédentaire ou déficitaire. Voilà un petit peu le modèle. Donc ça, c'est les documents obligatoires pour les moyens CSE, on le rappelle.
à cela, donc si vous avez ces deux tableaux-là sur lesquels vous ajoutez vos annexes. Donc là, en fait, c'est un complément pour expliquer en fait tout ce qui s'est passé dans vos tableaux. Et donc pour cela, nous rajoutons donc des commentaires sur la répartition des charges communes. Donc si par exemple vous avez un logiciel de gestion intégré donc qui permet de faire la comptabilité et les inscriptions, là vous devez donc avoir une répartition. Souvent on a des clés, des pourcentages de répartition entre les deux sections, également sur les charges de personnel. Ensuite, nous allons rajouter des informations qualitatives sur les contributions en nature, si elles sont significatives. On entend des biens ou des services remis à titre gratuit au CSE. Donc vraiment, il faut que ça soit significatif. Ensuite, on va retrouver le tableau des ressources annuelles du CSE qu'on verra sur la slide juste après. Et puis, on aura également un tableau sur les transactions significatives que je vous explique juste après également. Donc là, le petit tableau donc, sur les ressources de l'exercice, on va retrouver quelques éléments principaux, les subventions, la contribution, donc la troisième ligne, le reversement si vous faites un reversement au comité central, la quatrième ligne. Ensuite, on passe à la sixième sur le remboursement par l'employeur des primes d'assurance, le côté responsabilité civile. Et ensuite, les cotisations facultatives des salariés. Donc voilà, il faut remplir ce tableau-là, savoir isoler un petit peu d'où viennent en fait les ressources afin d'être transparent. Et puis pour savoir sur quelle taille de comité on se situe, les cotisations facultatives des salariés, je précise Nathalie qu'il s'agit de la participation des salariés aux activités, billetterie, voyage, chèques vacances, etc., etc. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans les transactions significatives? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une transaction significative? On va commencer par ça. Eh bien oui, donc là, on le rappelle juste en bas du tableau, c'est que si, par exemple, on oubliait de le préciser, ça pourrait être susceptible d'influencer des décisions économiques. Donc, en gros, c'est une opération avec un fournisseur qui est soit récurrente sur plusieurs années ou soit est importante par son montant, en fait. Donc voilà, on vient détailler en fait le nom de l'entreprise, son secteur d'activité, le flux de l'exercice, donc l'argent engagé, s'il existe une convention, la durée de la convention justement, et puis on peut rajouter des observations sur ces transactions. Merci. Je crois que c'est l'heure du troisième sondage. Oui. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, quelques exemples sur ce que doit contenir le rapport de gestion pour les moyens comités. Ça tient en 5 parties: l'organisation interne du comité, l'utilisation de la subvention de fonctionnement, l'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles, le descriptif et l'évaluation du patrimoine, et puis les transactions significatives. En ce qui concerne les 2 derniers items, on ne va pas revenir dessus, puisqu'à notre sens, ça fait double emploi avec les informations qui doivent être contenues dans l'annexe. Alors, concernant les 3 premières, qu'est-ce qu'on doit y intégrer? Dans l'organisation interne du comité, entendez par là, à minima, c'est le nombre de salariés, c'est l'effectif de l'entreprise, c'est l'organisation des services du CSE, qui sont les membres du bureau et le président, à minima. En ce qui concerne l'utilisation de la subvention de fonctionnement, on retiendra 3 sujets. Le premier, c'est qu'il va falloir déterminer les activités d'expertise et les missions économiques du CSE. Une information relative à la formation en distinguant les frais pédagogiques d'une part des frais accessoires, entendez par là les frais de déplacement, les frais d'hébergement et autres. Et puis les dépenses liées à la communication envers les salariés. En ce qui concerne les ressources des activités sociales et culturelles, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est organisé par le comité et ce qu'il a délégué, par exemple à un comité interentreprise. Deuxième sujet important sur les activités sociales et culturelles et l'emploi de ces ressources, c'est de faire un écart, une analyse sur le budget prévisionnel
qu'on va comparer avec le budget à réaliser, ou le contraire, de manière à ce qu'on puisse comprendre les éventuels écarts, les expliquer et que ça fasse l'objet d'un débat et d'un échange au moment de la présentation des comptes annuels. Ce qui nous amène à dire que le budget prévisionnel concernant les comités de taille intermédiaire, les moyens comités, est obligatoire. Troisième sujet que je souhaitais aborder avec vous concernant l'utilisation des ressources des activités sociales et culturelles, il va s'agir d'informations qualitatives pour comprendre le coût des activités. Je m'explique. On est parti en Afrique du Sud cette année, il y avait 40 participants, il y avait 21 salariés, il y avait 19 conjoints. Voilà, les informations qualitatives. Deuxième information qualitative, on a distribué des chèques cadeaux d'une valeur de 150 euros cette année pour les salariés et de 50 euros pour chaque enfant âgé de 16 ans révolus. Voilà une deuxième information. Ces informations qualitatives-là doivent être communiquées dans ce rapport de gestion de manière à ce que les élus, au moment de la présentation des comptes, puissent savoir, et même avant, puisque ces documents doivent être présentés 3 jours avant la date de plénière, eh bien que les élus puissent avoir des informations leur permettant de comprendre si l'information est cohérente, est-ce qu'elle est vraisemblante. Voilà. Allez, il ne reste plus que 2 slides et quelques minutes avant de répondre à vos questions. La relation avec l'expert, vous l'avez compris, elle va être fondamentale dans la perspective de tenir les engagements du comité en matière de transparence financière et l'expert comptable va en être garant. C'est évidemment un aidant et plus l'expert comptable sera spécialisé dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire la gestion des CSE, plus vous pourrez avoir de bons conseils et bien évidemment de faire rebondir l'expérience qu'il pourra vous partager de manière à être complètement éclairé et de vous aider dans vos choix de gestion. Choisir un expert très tôt, bien, ça va être la possibilité d'intervenir sur le plan comptable. Est-ce qu'il est conforme à la réglementation, par exemple? C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore le compte 740 euros pour illustrer les mouvements de la subvention de la direction? Est-ce que le plan comptable, il est cohérent aussi avec vos activités? Est-ce qu'on peut intégrer le budget prévisionnel directement dans votre solution logicielle? Le contenu de la mission d'expert comptable, elle peut être de taille. Ça peut être une mission assez large, à savoir, on lui confie la tenue des comptes, c'est lui qui va enregistrer les factures, les dépenses, faire les rapprochements bancaires, et ensuite, il va élaborer le bilan. Ou alors, la tenue est confiée soit au trésorier, soit à un salarié, hein, ou un personnel détaché. Et la mission de l'expert comptable, cette fois-ci, sera une mission dite de révision. Il pourra vous conseiller sur la répartition des clés. On a parlé tout à l'heure des charges mixtes, des frais de personnel, par exemple, à répartir. Évidemment qu'il vous proposera les écritures d'inventaire, les écritures de stock, de dettes de créances, de dotations aux amortissements. Et puis, il participera, si vous le souhaitez, à la présentation des comptes annuels en réunion préparatoire, en réunion plénière, et il va conclure son travail par la fameuse attestation. Nous vous proposons donc une relation privilégiée, structurée autour d'équipes de proximité qui sont présentes sur 8 métropoles en France, réparties sur le territoire. On vous montrera la cartographie dans quelques instants, orientée vers évidemment du conseil avisé, pour rebondir sur l'expérience qu'on a des comités depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on va conclure? Bien que vous devez analyser, vous, les nouveaux élus, les documents qui sont en votre possession, essayez d'aller chercher ce qui vous manque à travers cette liste qu'on vient de discuter avec vous, de partager et qui sera encore une fois envoyée à sur la boîte mail d'inscription. Adapter le fonctionnement de votre CSE à votre organisation réduite, évidemment, en fonction de vos heures de délégation, des moyens humains que vous avez, des moyens matériels et financiers dont vous disposez. Prioriser ces domaines d'intervention en fonction de l'intérêt, du temps, des compétences à déployer. Prendre connaissance de vos droits, mais aussi de vos obligations. Adopter un planning de formation auprès des organismes compétents pour être le mieux outillé, pour mener à bien votre mission. Et vous aider à vous sécuriser en vous faisant accompagner d'un expert le plus tôt possible.
Voilà la fameuse cartographie. Nathalie et moi-même sommes de Nantes. Il y a un 4e sondage qui Ah arrive. oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, comme on a terminé notre présentation et fait le dernier questionnaire, on va pouvoir passer sur vos questions. Donc, on reprend connaissance de ces dernières. Hop. Alors, il y en a eu pas mal. Alors, le temps que tu regardes la première Oui, question, si tu veux, Nathalie, la carte qui vous est présentée ici correspond à vos interlocuteurs, donc vos contacts en région. Si vous habitez Nantes, eh bien, vous m'envoyez un petit mail et on prend contact. Si vous habitez Lille, vous contactez Arnaud. Si vous habitez Lyon ou Marseille, vous contactez Aurélien, etc., etc. Vous avez compris le principe, puisque l'idée, c'est de vous faire une réponse de proximité, que l'on puisse aussi se répartir hein, vos questions, vos besoins à travers notre découpage régional. Première question pour toi. Ah, c'est une question pour moi. On peut avoir 2 cartes bleues, une pour le compte à essai, une pour le fonctionnement. Bah oui, rien ne s'y oppose. Circulariser. Donc, circulariser, c'est un document que la banque vous remet sur l'ensemble de vos comptes bancaires. Donc, en fait, vous avez juste à faire la demande à votre conseiller et vous dites donc que vous voulez avoir l'exhaustivité de vos comptes. Et donc, il va vous faire une circularisation bancaire. Je complète ta réponse si tu veux bien, Nathalie, avant que tu Oui, poses d'autres questions. C'est vrai qu'on va être pris par le temps, on va essayer d'aller très très vite. La circularisation bancaire, c'est une attestation bancaire. C'est un document qui est officiel. C'est intéressant ce document. Non seulement vous allez voir l'exhaustivité des comptes qui sont ouverts euh, à la banque que vous sollicitez, mais aussi les droits. Et donc vous allez savoir, bah tiens, il y a tel et tel élu qui ont des pouvoirs bancaires. Et vous allez pouvoir ainsi mettre à jour vos pouvoirs bancaires, quel est l'intérêt d'avoir 2 comptes courants? de suivre au mieux la répartition budgétaire. C'est toujours plus facile. Alors, ça a une petite limite, cet exercice-là, ça va être concernant les charges mixtes. Et si vous avez des frais de personnel, bien dans l'année, vous les payez avec un budget, et puis à la fin de l'année, il y aura une régularisation pour la ventilation sur l'autre budget. Et donc là, l'autre sujet, c'était si le contrat d'assurance, je pense, est souscrit donc, par le siège. Par l'entreprise. Hein. L'entreprise ou le siège, je pense, c'est ça, ouais. Mm. Donc bah là, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il est préférable d'avoir votre propre cotisation d'assurance pour définir vos seuils. Qu'est-ce que vous protégez en fait, hein? Vous protégez vos biens, ce que vous détenez au local du CSE, vos activités. Donc il faut que vous puissiez avoir la main sur ce contrat-là en fait. C'est quand même recommandé. Oui, d'autant que vous avez l'obligation d'avoir la couverture responsabilité civile. En Donc, plus, ouais. veillez bien à avoir le détail du contenu de la couverture. Donc toujours par rapport à l'assurance, c'est ce qu'on doit assurer les locaux du CSE, du coup, oui. Bah oui. Hop. Euh, De compte. Ne serait-ce que pour le vol. Oui. Donc là, par rapport à l'obligation d'avoir 2 comptes courants, dans la mesure où effectivement vous avez votre comptabilité analytique, donc qui va donner du détail à la fois sur les AEP et les ASC, qui est fait par le logiciel de gestion, bah, c'est pas obligatoire, non. Non, non, On c'est pas recommande. obligatoire. C'est une recommandation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir 2 comptes courants ouverts. Si le règlement n'est pas encore voté, le règlement intérieur. Ah bah, il va être content de le faire. C'est ça. Et d'ailleurs, en matière de règlement intérieur, vous savez que l'employeur peut prendre part au vote, mais il n'a pas l'obligation de le faire. Par contre, si vous mettez des informations qui contraignent l'employeur, vous avez 1% de subvention d'activité sociale et vous mettez, bah tiens, on va mettre 1,5, de toute façon, évidemment, que non seulement il ne va pas le voter, mais ça ne sera pas force de loi, hein, n'est-ce pas? Que faire quand les archives ont été perdues?
Bah, déjà, je pense que vous avez accès quand même normalement sur vos espaces bancaires à vos relevés bancaires précédents et sinon sur les factures significatives, contactez les fournisseurs. Oui. Et concernant des archives perdues, je peux vous dire que vous êtes dans une situation délicate à plusieurs titres. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont été perdus? Bien Euh, sûr. donc, c'est quand même. Alors, est-ce qu'il y avait une inondation? Est-ce qu'il y a eu un incendie ou autre, hein? Je ne connais pas le contexte. J'espère que c'est juste, que c'est pas de la malfaçon. C'est la première question. De la malveillance non plus. Et puis, le deuxième sujet, c'est que vous allez avoir des problèmes lorsque l'URSSAF risque de débarquer, puisque comment vous allez faire pour communiquer des documents sur les 3 dernières années? Donc, à minima, la banque pourra vous rééditer vos relevés bancaires, ça sera payant, au même titre que la circularisation bancaire, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est payant. Et l'idée, ça va être d'aller chercher un certain nombre de documents. L'employeur pourra vous donner copie des PV, puisqu'il les a aussi par devers lui. Donc, vous allez essayer de retracer un petit peu ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, les échanges, les engagements du comité. Bah oui, on est parti en voyage tant, etc. On avait une enveloppe de 15 000 euros. Donc, essayez de reconstituer un peu le bébé, essayez de reconstituer la comptabilité. Peut-être que les archives sont perdues, mais il y a peut-être quand même la comptabilité. Si elle n'est pas sur papier, elle est peut-être dans le logiciel. Il y a au moins des sauvegardes quelque part. Donc, il faut reconstituer un maximum d'historique et faire un audit. Faites-vous accompagner d'un expert. Donc, le vote est-il obligatoire? Car j'ai mon règlement intérieur qui dit que c'est délégué au mandat en place. Effectivement, c'est le nouveau mandat qui devra donc mettre à jour le règlement intérieur et le voter du coup. Oui. Alors, le règlement intérieur, l'ancien règlement intérieur ne saute pas parce qu'il y a une nouvelle mandature. Oui. Il reste applicable si vous n'y touchez pas. D'accord? Voilà. Mais si vous décidez de le mettre à jour, de faire des transformations, bah, il faudra le voter. S'il n'est pas voté, il n'est pas applicable. Très bien. Alors, comme on disait, c'est quoi l'écart dans le rapport de gestion? Donc là, il fallait comparer en fait les chiffres du budget avec le réel. C'était ça en fait. C'est ça. Comparatif entre le budget prévisionnel et réalisé. Donc c'est pour ça. On a prévu d'aller au Portugal, on avait une enveloppe de 15 000 euros, bah, finalement, le voyage nous coûte 18 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, il y a une surtaxe carburant, et puis il y a 2 personnes de plus qu'on a acceptées. On avait ouvert à 40 places, et le car pouvait en prendre 2 de plus, on les a pris, et voilà l'augmentation. D'accord? Est-ce que c'est possible d'utiliser des CADOC pour acheter un ordinateur avant qu'il ne soit périmé? Alors techniquement c'est possible parce que c'est soit vous les renvoyez au prestataire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Si effectivement les délais sont un peu courts, vous pouvez acheter un PC, vous gardez évidemment la facture et il y aura une écriture comptable pour basculer cet achat-là comme si on le remboursait en fait. Voilà. Entre budget, effectivement. Ouais. Que signifie RGPD? Donc là, on a répondu au règlement général sur la protection des données. Le CERFA 2070 est aussi pour les petits CSE? Eh bien, oui, si en fait le livret, si le placement est soumis donc à l'imposition, peu importe que vous soyez donc un petit ou un moyen CSE, ces produits financiers-là sont imposables. Et donc vous devez faire cette déclaration. Alors, si vous êtes petit CSE, on va vous mettre dans les commentaires la date d'un prochain webinaire qui sera spécifiquement dédié à vous et vous aurez en plus, je crois, une démonstration d'une solution hyper pratique. Donc, n'hésitez pas, vous êtes petit comité inférieur à 153 000 euros de ressources, de venir vous inscrire. Donc là, pour le cas spécifique de création d'un nouveau CSE avec aucune dette et aucune créance, quel risque existe-t-il si nous à la création de ce CSE en fait? En fait, le CSE n'existait pas avant. C'est ça qu'il faut comprendre, Nathalie? Bah oui, un nouveau CSE. Donc je pense qu'ils ont récupéré quand même la dévolution des anciens CSE, c'est marqué. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on est dans un cadre spécifique. Ouais. La dévolution d'un comité, on ne va pas répondre ici parce que on vous propose de nous interroger via nos adresses mail. C'est ça. C'est un cas qui est très spécifique, ça ne va évidemment pas intéresser tout le monde et on ne peut pas vous faire une réponse en 5 minutes. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à demander, mais en tous les cas, vous pouvez demander déjà, dans un premier temps, s'il s'agit par exemple d'un CSE qui était départemental et qui devient régional, avec la fusion de 4 ou 5 régions, de 5 ou 5 départements dans la région. Ce qu'il faut, c'est voir s'il y a eu des protocoles d'évolution, demander les derniers relevés bancaires, demander les comptes
annuels qui ont été clôturés, de manière à ce que vous puissiez avoir une petite idée du patrimoine qui vous revient. Alors, évidemment, si ce sont des petits comités, ils risquent d'avoir une documentation qui est extrêmement légère sur le sujet. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Très, très peu. Tu as une dernière question pour conclure? Bah, écoute, je vois par rapport au seuil, donc tout début du slide, je pense. Est-ce qu'il faut dépasser une seule fois un seul seuil? Donc en fait, non, il faut 2 des seuils, Alors, il me semble. il y a deux choses. Bon, Il y a deux choses. Je vous remets le premier slide de manière à ce qu'on soit bien clair sur la catégorie du comité à laquelle vous appartenez. Si vous avez plus de 153 000 € de ressources, entendez par là, pour faire simple, la subvention d'activité sociale additionnée avec la subvention de fonctionnement. Voilà, plus 2-3 babioles, les intérêts, des placements financiers, la responsabilité civile remboursée par la direction, eh bien, vous êtes un moyen comité. Maintenant, à quel moment vous passez grand CSE? C'est lorsque vous dépassez 2 des 3 seuils suivants, c'est-à-dire 3 millions de ressources, 50 salariés employés par le comité, pas par l'entreprise, par le comité. Donc, c'est déjà le comité de belle taille, vous voyez. Et puis, un bilan supérieur à 1,5 million. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, c'est pareil, vous nous envoyez votre demande. Oui. Si vous ne savez pas vous situer. Donc, il y a autre chose? Non, oui, bah, allez. Quelle est l'affectation d'une dépense en abonnement à une plateforme CSE? Ces plateformes proposent à la fois des éléments AEP et des ASC, réduction sur les voyages, par exemple. Donc là, on appliquera une clé de répartition. Voilà, si ça sert en partie aux salariés, vous appliquez une règle. On va s'arrêter là, Nathalie, parce que sinon, on voit qu'il y a pas mal de questions. On vous propose de poursuivre la discussion avec nos adresses mail. Je vous les rappelle ici. Vous recevez ce support dans la journée. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a permis d'organiser ce webinaire. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci pour vos questions, merci pour vos sondages. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des compléments d'information. On aura à cœur de vous accompagner sur cette prise de début de mandat. On vous souhaite beaucoup de courage. Il va en falloir de relever les manches, beaucoup d'investissements, mais vous ne serez pas seul dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est un grand plaisir. Merci. Merci à tous. Bonne journée.